je remercie les organisateurs, et en particulier M. Deslongchamps, de m'avoir invité à parler devant vous, et le féliciter pour l'organisation de ce centenaire. C'est pas fini. Oui. Mais donc, alors, cette présentation va être un peu scabreuse, parce que j'avais prévu de vous faire une démonstration avec un ordinateur et vous faire découvrir et naviguer dans la France savante. Or, il se trouve que la salle n'a pas accès à l'extérieur. Donc, je vais vous faire un exposé, et c'est M. Dermy que vous avez vu, qui est à la régie, et qui, sur mes indications, va vous dire quand il faut présenter telle ou telle chose. Alors, on a dit l'importance des hommes dans les sociétés savantes. Et moi, je dois dire, c'est une chose qui m'a toujours frappé. Chaque fois que je suis allé dans des sociétés savantes, et au cours de, je dirais, ma longue expérience des sociétés savantes, chaque fois que je visitais une société, j'étais émerveillé. Émerveillé d'abord par les personnes que je rencontrais. C'était des personnes passionnées, des personnes savantes, et qui, avec beaucoup d'altruisme et de générosité, s'intéressaient à un sujet, se mobilisaient. C'était aussi un espace démocratique, si je puis dire. Dans la manière où, dans une société savante, on ne distingue pas le prix Nobel, si je puis dire, du jeune étudiant qui se passionne. Et simplement, c'est un endroit d'échange et de construction de savoir autour d'un sujet qui les réunit, ces personnes. Donc, il y en a dans tous les domaines. Et aussi, j'étais émerveillé parce que ces sociétés, même celles qui sont relativement jeunes, ont souvent un patrimoine important, ont souvent des collections. Et donc, tout ceci, en face de cela, moi, j'étais un peu... pas désespéré, mais je me disais tant d'efforts, tant de choses, et qui restent sous le boisseau. Et donc, c'est ainsi que est venue l'idée que tous ces gens anonymes, d'ailleurs j'avais organisé un congrès du CTHS à Bordeaux, qui s'appelait Célèbres ou obscurs, hommes et femmes dans leur territoire et leur histoire. Et nous avions un congrès qui avait eu un grand succès, 900 participants, 450 communications, et où on avait essayé chaque fois de voir ce qu'étaient donc ces personnes. Alors, c'est ainsi qu'est née l'idée de la France savante, c'était de dire, un jour, les membres de la section des sciences sont venus me voir, à l'époque j'étais le président du CTHS, et sont venus me voir et m'ont dit, on va faire un dictionnaire des savants. J'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver les mêmes. On va retrouver les grands noms. Et puis c'est limité un dictionnaire. 5000, 10 000 noms, et puis après ça s'arrête. Or, on va retrouver les mêmes, ça n'apportera rien. Donc il faut faire autre chose. Et nous sommes le CTHS. Et nous, notre rôle au CTHS, c'est d'animer, de coordonner les sociétés savantes. Donc nous allons prendre la chose à l'envers. Nous allons dire, les savants, et je vais y revenir, nous allons les chercher dans les sociétés savantes. Alors, qu'est-ce que c'est que la France savante? C'est une base de données qui a été créée et qui est gérée par le CTHS depuis une vingtaine d'années, et c'est donc un programme en quelque sorte de recherche dans la tradition du CTHS, et l'idée, c'est de rassembler dans une base unique les biobibliographies des membres des sociétés savantes de France depuis la création. Nous avons l'Académie des jeux floraux dans notre base, mais essentiellement depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. C'est donc un programme de très grande ampleur. Mais il est, comme les autres programmes du CTHS, un programme collaboratif. Au XIXe siècle, le CTHS a lancé des quantités d'enquêtes à travers tous les départements, à travers toutes les sociétés savantes. Et finalement, c'est de la même démarche. Une enquête
sur le long terme, et dans un cadre et dans une volonté d'érudition. Et ça, c'est important aussi. Et il y a déjà le dictionnaire topographique que l'on connaît. Il y a les documents, les publications des documents inédits de l'histoire de France, etc. Et ça se situe dans cette lignée-là. Alors, avant d'entrer dans des considérations générales, je pense qu'il faut partir du concret et donc essayer de voir ce que l'on trouve dans chaque notice. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans chaque notice? Vous le voyez ici. Vous avez la notice d'un savant. Vous avez, il y a le nom, il y a le membre de la société savante, il y a un certain nombre de... Et si vous voulez rechercher un savant ou faire des recherches dans la France savante, vous avez cet accès. Alors, donc, la date est interrogeable librement, hein, elle est en accès libre, puisque l'idée, c'est encore une fois le partage. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Là, c'est la grille d'interrogation pour consulter la France savante. Et nous allons essayer de voir quelques noms. Alors, je suggère que l'on regarde si M. Jean-Paul Paleski, dont vous avez parlé, Monsieur le maire, tout à l'heure, est-ce qu'il existe dans la France savante? Eh bien oui, il existe dans la France savante, voilà. Donc il y a sa date de naissance, de décès avec le lieu. Il est membre de la Société archéologique de Marly-le-Roi. Alors, je note au passage que c'est la seule notice qu'il y ait. Hein. Et donc, alors il y a une biographie, mais elle est très longue, donc on va pas la développer. Enfin, si vous voulez, voilà. Donc, il y a toute sa carrière, tout ce qu'il a fait. Voilà. Ensuite, on passe donc les sources. C'est l'Assemblée nationale qui nous a fourni l'information. La bibliographie, ce qu'il a publié. Donc là encore, on peut développer. Alors, le rédacteur de la notice, il y a le nom du rédacteur de la notice, Pierre Ladure. Il est dans la salle? Où est-il? Qu'il se montre. Voilà. Et donc, je le félicite. Et vous voyez, il y a ça. Puis la dernière mise à jour, ça c'est moi qui l'ai faite, simplement. Et donc, vous avez je l'ai faite hier, vous voyez... et donc avec le copyright et la France savante. Donc voilà comment se présente une notice. Mais celle-ci est un peu, à la fois elle est pertinente. Mais je vous en montrer deux autres. Celle de Marcel Lachivert. Marcel Lachivert, si je le pense, c'est que les plus anciens d'entre vous peut-être s'en souviennent et le connaissent. C'est un ruraliste et qui était membre du CTHS. Et donc là, l'état civil. Toutes les sociétés auxquelles il a appartenu. Et vous voyez, on parlait à l'instant de cloisonnement. Voilà un décloisonnement et nous verrons l'importance de cela. Et c'est une des originalités de cette base, avec chaque fois ses fonctions quand on les connaît. Et il y a, quand on a un portrait, on le met. Et puis, de la même façon, on a... Alors là, sa notice est très courte et peu développée. Donc, il y a aussi la source bibliographique. Alors, sa source, parce que cette notice, si on peut remonter un peu non, plutôt descendre. Voilà. Donc, il y a des ressources aussi en ligne que l'on peut trouver. Hein, pour aller plus loin. Et puis le rédacteur, donc alors si vous notez, la fiche a été créée en 2008, au moment du décès de Marcel Lachivert, peut-être le lendemain ou le surlendemain, etc. On le fait immédiatement. Et donc, vous voyez, alors elle est relativement courte. Il y a très peu de choses parce qu'il méritait plus. Et puis, je vais encore évoquer rapidement une autre personne, c'est Jean Jacquard aussi, parce que je pense que je m'adresse à un public qu'il a peut-être connu, puisqu'il était aux membres, comme Marcel Lachivert, au comité des travaux historiques. Il a été président pendant très longtemps de notre fédération. Il a été société de l'arrondissement de Provins, Société d'histoire religieuse de la France, Société d'histoire et archéologie de l'Essonne et du Haut-Poix, et Société historique et archéologique 3e, 4e, 11e, 12e arrondissement. Alors, si j'ai voulu vous donner ces exemples, parce que pour certains d'entre vous l'ont connu et puis ont vu ses écrits, puisqu'il était de la région, mais vous voyez que en même temps, la France savante
comprend d'une personne tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a fait. Chacune des sociétés, comme on le disait, vit un peu, suivant l'expression à la mode, en silo. Et nous essayons justement de desserrer ce silo et de montrer qu'une personne qui est dans une société savante locale peut aussi être membre de sociétés savantes nationales ou plus importantes. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais lorsque, par exemple, la Société d'émulation du Jura a fait ses membres, eh bien, et que l'on connaissait par leur activité locale, eh bien, lorsqu'on s'est attaqué à l'Académie de médecine, eh bien, on a vu qu'il y avait une vingtaine de ses membres qui étaient membres de l'Académie de médecine, et que souvent eux-mêmes ignoraient, avaient oublié. Donc, bon, voilà une base, on met des savants, ils viennent des sociétés savantes. Très bien. Mais il y a quand même des limites. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une société savante? Alors, cela a été indiqué à plusieurs reprises, mais ce que l'on en retient, donc, c'est une association libre de personnes qui se réunissent autour d'un sujet sur lequel ils vont publier leurs travaux. Donc, régie par la loi de 1901 pour la majorité d'entre elles. Souvent, les grandes, je dirais, académies nationales sont des établissements publics. Parfois, récemment, l'Académie, par exemple, de pharmacie, n'a obtenu son statut d'établissement public qu'il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 ans. Enfin, c'est quelque chose de très récent. Alors qu'elle remonte, il y avait les apothicaires du roi avant, et puis ensuite, depuis la Révolution. Alors, donc, ces sociétés, nous en avons recensé au CTHS, dans l'annuaire des sociétés savantes, 4400. Alors, elles ne sont pas toutes locales, ce sont toutes les sociétés savantes. Le CTHS s'occupe beaucoup des sociétés savantes locales, et c'est son origine, mais c'est élargi avec le temps à toutes sortes d'autres sociétés. Alors là, je cite uniquement les sociétés savantes françaises, parce que nous en avons en fait plus de 5000. Mais dans ces plus de 5000, il y a des sociétés étrangères. Non pas que nous les traitions, mais comme nous avons beaucoup de nos membres qui sont en même temps membres de sociétés savantes étrangères, il nous paraissait utile de le faire figurer et de le montrer. Voilà. Alors, et puis nous avons aussi des sociétés savantes disparues. Parce que quand on regarde sur la longue durée, il y a des moments où il y a des sociétés savantes qui se créent et qui disparaissent. Par exemple, les sociétés médicales départementales pour la vaccine, les sociétés d'agriculture sous le Second Empire, qui étaient favorisées par les préfectures et les sous-préfectures. Il y en avait une dans chaque sous-préfecture. Et puis, par exemple, les sociétés de géographie, à la fin du 19e siècle. Il y en avait 60 ou 70 en France. Et puis aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Donc, c'est aussi une matière vivante, mais ils s'en créent aussi. Donc, nous retenons des sociétés qui font un travail scientifique et qui le publient, et le travail qu'ils publient peut être vérifié. Publication de documents inédits et toutes sortes de choses de ce genre. Évidemment, dans la France savante, vous avez vu, il y a un format, c'est-à-dire que ceux qui veulent travailler et participer à la France savante, car c'est un programme collaboratif, j'y reviens, eh bien, vont avoir un certain nombre un format à suivre, justement pour permettre la compatibilité. Chacun dans son coin peut faire ce qu'il veut, mais après ça, il n'en sort pas. Donc il y a une certaine normalisation que nous avons. Donc finalement, le projet du CTHS, c'est de proposer à chaque société de faire son propre dictionnaire de ses membres, suivant ses règles, les règles du CTHS, de façon à ce que le CTHS puisse offrir un espèce de métadictionnaire, c'est-à-dire un dictionnaire de tous les savants français. C'est ça l'idée. Et donc, d'avoir cette compatibilité. Alors, quelques précisions.
Tous les membres d'une société, on prend dans la France savante tous les membres d'une société qui sont décédés et avant 1940. Pourquoi nous nous arrêtons à 1940 ? Nous arrêtons à 1940 dans la totalité. Après ça, nous avons été obligés de moduler parce que déjà, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ça explose. Et donc, on ne peut plus contrôler. Alors qu'est-ce que nous faisons pour la période après 1940 ? Nous avons deux cas. Ou bien nous avons des sociétés à numerus clausus, donc comme les académies. Donc ça, nous continuons à prendre tous les membres. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ne sont pas trop nombreux, ils sont identifiés, ils ont un dossier, etc. Donc on peut les suivre. Et pour les autres, on ne prend que les personnes qui ont été actives dans les sociétés, soit dans l'administration, l'organisation, soit en publiant et en faisant des communiqués. Parce que je vais vous donner un exemple. On a une société qui s'appelle la Société des Amis des Monuments Parisiens. C'est une société qui a été active à la fin du XIXe siècle. Elle a nous avons plus de 1000 notices. Et bien, sur ces 1000 notices, il y en a plus de la moitié, c'est juste un nom. Et puis, boulanger, charcutier, etc. Et puis, à côté de ça, nous avons d'autres personnes. Ce sont les ducs, ce sont les princes, ce sont les ministres, etc. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, cet espace démocratique, vous voyez, on le retrouve, mais en même temps, voilà. Alors ça, qu'est-ce que je ne sais pas ce que Voilà. Vous voyez, donc alors on a toutes sortes de gens. Et alors ensuite on clique sur le nom si on veut développer. Voilà. Alors donc voilà. Alors voilà pourquoi nous avons fait ce choix qui peut paraître arbitraire, mais parce que vous pouvez dire à l'inverse, mais pourquoi prendre toutes les personnes des sociétés savantes avant 1940 ? En fait, si nous regardons bien, ça c'est une enquête que nous avions faite au CTHS, dans toute société, sauf des sociétés très professionnelles ou autres, mais donc pas des sociétés, je dirais comme des sociétés savantes locales, il y a combien ? 5-10% de personnes qui sont actives. Et puis tout le monde n'est pas chercheur, tout le monde n'est pas écrivain, tout le monde n'est pas orateur. Donc ce sont des amateurs et chacun vient avec ce qu'il peut et surtout son intérêt, son enthousiasme. Et donc on me dit, mais pourquoi se charger des 90% d'autres personnes qui finalement n'ont pas eu une production parentale ? Et il m'a paru qu'il était important qu'on les retienne. Pourquoi ? Parce que par leur présence, ils financent la société par leur cotisation. Ils fournissent à ceux qui recherchent un auditoire. Si vous n'avez pas d'auditoire, vous n'avez pas de chercheurs. Les gens sont stimulés aussi parce que j'ai trouvé quelque chose et vous qui vous intéressez à l'histoire de la commune, je viens vous écouter. Et donc, je suis motivé à faire ces recherches. Ils apportent aussi d'autres contributions, d'abord parfois leur soutien auprès des pouvoirs publics. Et puis, il y en a aussi qui, par exemple, sont des collectionneurs et qui lèguent leur collection. Et souvent, le patrimoine des sociétés savantes est constitué de collections très importantes. Et donc, il me paraissait que ces personnes qui gravitent, c'est la sociabilité savante que, à travers la France savante aussi, on peut traduire. Et ça me paraît important pour la société, justement, la sociabilité savante locale. De pouvoir. Évidemment, je suis en train de dépasser. Bon, alors il faut que j'accélère. Donc, c'est pour ça que nous avons fait cela. Je vais prendre un exemple. Tout le monde connaît Buffon. Bon, il a écrit ses livres. Enfin, il y avait beaucoup de monde autour de lui. On connaît Daubenton, parce que Daubenton était dans son équipe et a rédigé tout un volume. Alors, on lui a même donné une rue. Mais tous ceux qui étaient dans les jardins du roi, sous les ordres de Buffon et de Daubenton, ils ont travaillé aussi.
Pardon? Oui, je vois que... Voilà. Donc, alors... Et donc, je pense aussi qu'à l'heure de l'intelligence artificielle dont on a parlé, c'est important. Alors, l'intérêt de la France savante pour les sociétés savantes locales. Bien, ça me paraît, ce programme collaboratif me permet un moyen d'animer, entre autres, la communauté de chacune de ces sociétés savantes locales dans un projet qui est un projet collectif, mais en même temps qui les dépasse. Localement, cela stimule la connaissance de toutes ces personnes que l'on a oubliées. À part Palevski, donc je ne sais pas si et quelques noms que vous avez cités, connaissons-nous ces personnes? Et parfois on fait des découvertes. Et moi, pour suivre les choses de près, parfois j'ai été étonné de voir des personnes tout à fait remarquables qui étaient oubliées. Célèbres ou obscures. Et donc ça permet de faire revivre, et puis ça peut permettre par exemple aussi de donner aux élus locaux qui parfois sont à la recherche de noms à donner à des rues. Eh bien, on peut donner des dons de fleurs, ça c'était très à la mode à un moment, ça fait un peu... Mais si on a quelques savants remarquables que l'on a oubliés, on peut les citer par exemple. Et puis participer à des activités culturelles, mais tout cela a déjà été évoqué, donc je n'y reviens pas. Donc, et cela va aussi permettre de valoriser la société auprès de la population. Mais aussi, à travers la France, on peut faire connaître son existence au monde entier. Je vous donne un exemple. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un message d'un universitaire de l'université d'Alberta au Canada. Il me disait, monsieur, je suis en train d'écrire un livre et je viens de découvrir la France savante, dont j'ignorais l'existence, et j'ai consulté et ça m'a servi pour 60 biographies. Et il me disait, mais j'ai regretté de ne pas trouver, il m'en a cité 3 ou 4, alors j'ai pas eu le temps de lui répondre évidemment, je vais lui répondre de dire, écoutez, proposez-moi une notice sur ces personnes. Voilà. Donc, notre site est consulté il y a 44 000 consultations par an qui émanent de 140 pays. 140 pays. Alors la France, bien sûr, les étudiants, etc., pour les 2 tiers, mais les États-Unis, les pays d'Europe, l'Algérie et la Chine. Ce sont les 10 principaux utilisateurs, je ne vous cite pas les 140. Alors, pour résumer et permettre, je vais montrer aussi ce qu'on peut faire avec. Alors, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut mettre l'écran? Voilà. Alors, on ne va pas prendre le nom, on ne va pas prendre membre d'une société savante, on va simplement voir à Marly. Alors, on met Marly, et c'est-à-dire que la recherche va chercher dans toutes les biographies des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, alors on clique, on lance la recherche, et voilà, et on trouve qu'il y a 21 réponses. Alors, je ne sais pas qui ils sont, j'ai pas eu le temps de dépouiller, il y a peut-être des erreurs aussi, mais ça donne la piste du... Voilà, Académie royale de Marine, il était, Parny, il était Institut national, celui-là, Académie royale d'architecture, voilà. Les Amis de l'éléphant, Jean-Paul Palais. Il n'y a peut-être pas que notre Marly. Comment? Il n'y a peut-être pas que notre Marly. C'est oui, Marly non, Leroy. c'est possible. Non, mais sur les... Je vais vous dire combien nous avons de notices tout à l'heure, mais voilà une recherche que l'on peut faire maintenant. On va faire la recherche, non pas sur le champ biographique, mais sur le champ bibliographique. C'est-à-dire non, on garde... Oui, c'est ça. Publication du savant. Publication juste en dessous, et on met Marly. C'est-à-dire quelles sont les personnes qui, dans leur public, que nous avons dans la base, ont écrit quelque chose sur Marly. Voilà. Alors, encore d'autres personnes. Alors, il y en a que l'on retrouve. Il y en a que l'on retrouve des 2 côtés. Mais donc, vous voyez que rien que ça, je prends un tout petit exemple, mais voilà ce que l'on peut trouver. Alors, donc cette base permet aussi donc, de voir les réseaux scientifiques, l'histoire des disciplines. On peut voir, par exemple, quelles sont les personnes qui ont travaillé sur telle ou telle discipline.
Alors voilà un outil, si vous voulez, encore une fois, de désenclavement. Alors, je vais vous donner maintenant quelques chiffres. Que la France savante, je vous en ai parlé, je vous ai dit tout le bien qu'on pouvait en penser et toute l'utilité. Mais, s'il vous plaît, alors là, ce sont des diapositives. Là. Alors, il faut que, Monsieur Dermy, parce que là, je les mets à rude épreuve. Je peux ajouter que ça sert aussi pour la généalogie. Oui. J'ai comme ça découvert que mon arrière-grand-père était adhérent d'une société historique de Paris. Voilà. Oui, c'est vrai. J'aurais pu le dire pour... Oui. Est-ce qu'on peut... Non, alors attendez, je vais vous dire, parce que c'était des chiffres, mais je vais vous les... Je les ai là, donc je vais vous les donner. C'était pour... Voilà. Aujourd'hui... Bon. Alors, aujourd'hui, la France savante, c'est 34 000 notices bio-bibliographiques de savants. 34 000. Parmi les sociétés comptant le plus grand nombre de notices de savants, nous en trouvons une centaine qui ont plus de 100 notices. 10 qui en ont plus de 1000. Et il y a aussi des sociétés locales. Alors, il y a des grandes sociétés nationales, tout l'Institut, l'Académie de médecine, etc. Mais vous avez aussi, il y en a 17 donc, qui ont entre 999 et 500 notices, et 70 qui ont entre 499 et 100 notices. Donc, vous voyez ce noyau. Et d'autre part, ces sociétés... ces savants ont 57 000 liens. Les liens, ce sont les multi-appartenances. Donc, rien qu'avec ça... Alors, oui, voilà. Alors, alors là, j'ai fait... Voilà. Est-ce qu'on peut passer la suivante, puisque je l'avais déjà... Voilà. Alors, j'ai pris les sociétés savantes de locales d'Île-de-France et je les ai mises, elles ne sont pas toutes, parce que j'ai pris justement les premières, en nombre de notices qu'elles ont aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr la Société de l'Histoire de Paris et l'Île-de-France, vous voyez, qui fait partie des plus de 1000, l'Académie de Versailles, qui en a 110, Société du département de Seine-et-Marne, 52, Société Pontoise, 29, Archéologique de Paris-Île-de-France 20, Essonne 16, bon, et j'en pourrais descendre comme ça. Donc il y a encore... Alors, évidemment, vous êtes en bas de la liste, puisque vous en avez une. Elle est longue. Bon, mais voilà où nous en sommes. Donc, alors maintenant, je vais donner un autre exemple qui va porter uniquement... La suivante, s'il vous plaît. Voilà, non, c'est bon. Voilà, j'ai pris uniquement les sociétés savantes parisiennes. Et je les ai mises, là encore, dans l'ordre décroissant du nombre des notices. Alors, vous voyez qu'il y en a 3 qui ont un astérisque devant eux. Ce sont des sociétés qui ont été traitées, on peut dire, systématiquement. C'est-à-dire qu'aucune des sociétés suivantes n'a travaillé et n'a fourni des notices. Mais c'est en faisant la Société d'Histoire de Paris et l'Île-de-France, la Société des Amis des Monuments Parisiens, dont je vous ai parlé il y a un instant, la Société historique du 6e arrondissement de Paris, parce que malheureusement, parce que j'en suis le président, et donc, évidemment, il fallait... Eh bien, c'est en travaillant, c'est en étudiant et faisant le dictionnaire de tous ces membres que nous avons pu augmenter et créer pour toutes ces sociétés. Alors, les bénéficiaires, c'est la Commission du Vieux Paris, le 3e, 4e, 89, la Société historique d'Auteuil-Passy, 51, etc. Et ça continue comme ça. La montagne Sainte-Geneviève, c'est celle du 5e arrondissement, le 7e arrondissement pour le moment et le 10e, etc. Donc, vous voyez aussi que le travail que l'on fait, comme c'est collaboratif, le travail que l'on fait bénéficie aux autres. Et chaque fois qu'une société se met à faire, elle va apporter ce qu'elle sait en plus. Non seulement mais elle va apporter ce qu'elle sait en plus, même à une notice qui existe déjà. Et donc voilà, si vous voulez, l'importance du projet et comment, au départ, on dit un dictionnaire. Non, c'est un dictionnaire parce que... mais alors, je peux vous
si on peut passer les suivantes, qui étaient en conclusion. Ça, ce sont les académies royales d'Ancien Régime. Et donc là, nous avons toutes ces notices. On voit la marine. J'ai mis le nom de celui qui l'a créé entièrement pour l'Académie royale de marine. Et ça, des académies nationales, ce sont celles qui sont en cours, après 1789. Donc voilà, nous les avons. Et puis ça, ce sont les sociétés, non pas les académies, mais les sociétés. Les deux dernières, l'Académie de l'île de la Réunion, ils s'y sont mis l'an dernier. Et ils ont 305 notices. L'Académie nationale de pharmacie, qui avait bénéficié de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, etc., qui avait déjà un certain nombre de notices, s'y est mis il y a un mois. Ils ont 300 notices. Et donc, vous voyez, il y a ce phénomène. On dit que le ruissellement n'existe pas. Si, entre les sociétés savantes, il existe à travers la France savante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Delmas. Eh bien, pour nous, sociétés savantes, on a du boulot. Hein ? C'est vrai que Monsieur Delmas nous avait sollicité il y a quelques années et que ça n'a pas été suivi d'effet faute de bras, j'allais dire, voilà, que très peu. Mais c'est un sujet qui nous préoccupe et effectivement, nous allons nous y remettre une fois le centenaire passé. Non, et puis on peut, justement, dans le cadre d'une fédération, c'est possible de le faire. Alors, je faisais avant la Covid, enfin toutes ces périodes-là, je faisais de temps en temps des ateliers. C'est au cours d'un de ces ateliers. Oui. Mais j'ai l'intention, moi j'ai annoncé à la commission centrale du CTHS que je comptais les reprendre cette année. Super. Voilà. Très bien. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Voilà. Oui, aux ateliers qui sont tout à fait intéressants, qui permettent justement de commencer à travailler sur ce thème-là, puisqu'il faut un code, enfin il y a quand même une méthodologie à respecter, mais c'est assez facile en fait. Oui, maintenant, enfin au début on a eu beaucoup de mal parce qu'il fallait trouver les choses. Non, mais quand je dis au début, il y a 20 ans. Un grand merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah, Madame Bourillon. Micro. Les accueillantes, là. Pour le micro, merci, Clarisse. Ou Jacqueline, comme vous voulez. Merci, Clarisse. Ah oui. Merci beaucoup. Oui, je voulais faire en fait une observation et une question qui porte plus sur la communication en fait des sociétés savantes et aussi sur la dimension sur laquelle tout le monde a insisté depuis ce matin, qui est celle de la sociabilité savante. Et Monsieur Delmas en a encore reparlé tout à l'heure. Je pense que dans la communication, il y a une question de niveau d'intervention. Vous avez beaucoup basé les réflexions faites depuis ce matin sur les sites, qui sont tout à fait essentiels et qui sont une forme tout à fait évidente et importante pour la vie des sociétés savantes, mais il y a aussi beaucoup d'autres formes de circulation d'informations. Par exemple, le colloque d'aujourd'hui, nous l'avons envoyé à tous nos adhérents, mais ça n'est pas sur le site. C'est un envoi personnalisé qui est fait accompagnant d'autres envois que nous faisons toutes les semaines ou tous les 15 jours à nos adhérents. Donc ce point-là ne peut pas être complètement exclu de la réflexion sur la diversité et la variété des communications au sein d'une société. Je pense que ça, c'est un point qui est important. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est vous avez indiqué tous les sites Calenda, Hypothèse, etc., qui sont essentiels pour des universitaires, et Dieu sait que j'ai pu les utiliser. Bon, ces institutions dépendent du CNRS, et le CNRS ne reconnaît pas les sociétés savantes parce que la plupart d'entre elles sont entre les mains de gens qui, il faut le reconnaître, sont souvent à la retraite, viennent aussi de milieux qui ne sont pas des milieux de recherche. Et donc, c'est vrai que si le CTHS se charge de monter un réseau de ce type, eh bien là, je crois que toutes les sociétés savantes en profiteront et seront prêtes à en profiter. Maintenant, c'est une énorme charge, donc je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit possible. Merci beaucoup, Madame Bourillon. En tous les cas, compte tenu du nombre de membres du CTHS qui sont dans l'Assemblée, je pense que le message est passé.
un élément de réponse à Madame Bourillon. Effectivement, au sein de la commission chargée des relations du CTHS avec les sociétés savantes, que nous avons créée l'année dernière, et dont Thierry et Bruno êtes membres comme moi, ce sont effectivement des tâches que nous souhaitons mettre en œuvre. Plusieurs chantiers sont déjà en cours, avec notamment la création d'un sommaire national basé sur toutes les publications en cours des sociétés savantes. Nous avons déjà 37 000 notices sur cette base. Quelques-unes sont déjà sur le site du CTHS, mais ça demande aussi des mises à jour compliquées. Ça a été une réflexion que nous avons menée à partir du moment où nous avons su que la bibliographie de l'histoire de France allait disparaître. Chose faite depuis l'année dernière. Donc nous avons souhaité prolonger ce dépouillement des publications des sociétés savantes, ce dépouillement qui actuellement n'est effectué qu'à partir des sites, puisque donc c'est une requête sans prise de contact par les sociétés savantes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, le fil d'actualité. Et là, je rebondis sur ce qui se fait peut-être sur les revues, notamment la revue des revues, qui constitue le même genre de calendrier annuel que ce que nous souhaiterions effectuer pour les sociétés savantes. Donc c'est un chantier sur lequel, je pense avec Thierry en particulier, on essaiera d'aller assez vite. Et puis peut-être aussi un portail qui permettrait, quelles que soient les plateformes où sont diffusées les rubriques ou les publications des sociétés savantes, qui permettent justement de joindre par type de société savante tout ce qui se fait en matière de présence en ligne, pas uniquement Gallica, mais aussi Percé, Kern éventuellement, etc. Merci. Il y a une question là, oui, monsieur. Merci. Dominique Tulin, ancien président de l'Académie de Versailles. Merci de votre communication absolument passionnante. La question que je voudrais vous poser, c'est que lorsque l'on a identifié quelques personnes qui nous semblent être effectivement des savants, qui mériteraient de figurer dans vos listes, quelle est la bonne procédure pour l'y faire inscrire ? Alors, on ne prend pas un savant, on prend une société. Et donc, dans cette société, à ce moment-là, on recherche les individus. Alors, on commence simplement par les sources que la société possède. Elle a un bulletin. Ce bulletin publie périodiquement des listes. On peut commencer déjà à dresser une liste. Une fois qu'on a dressé une liste, on va trouver des gens qui existent déjà dans la France savante, ou qui existent dans des dictionnaires, ou qui existent dans Wikipédia. On va exploiter ça. Et puis il y a d'autres ressources d'archives en ligne, comme la base de la Légion d'honneur, par exemple, que l'on peut exploiter, ou à la Bibliothèque nationale, sur les auteurs, les BNF Data, etc. Donc on a toute une possibilité de creuser. Et puis après ça, il y a des personnes qui sont réfractaires, qu'on ne trouve pas. Quand on faisait, je vais vous donner un exemple vécu, les exemples que je vous donne sont toujours vécus. Quand on était en train de faire la base de données sur l'Académie de médecine qui fêtait son bicentenaire, 3600 notices que nous avons réalisées en 3 ans. Alors l'Académie de médecine a donné les moyens, etc. Enfin, évidemment. Mais un jour, je reçois un message de l'archiviste de la ville de Narbonne qui me dit « Monsieur, il y a une erreur pour telle personne, je ne me souviens pas le nom. Eh bien, vous avez mis aux années de naissance celle de la mort, enfin, vous avez interverti les dates de naissance et de décès. » Alors, il y avait une personne qui était membre correspondant de l'Académie de médecine, je vous parle des années 1830 par là, qui était membre de l'Académie de médecine, et on n'avait absolument rien trouvé. Alors, je lui réponds en la remerciant et lui disant, à propos, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Alors, par retour de mail, elle me dit « Non, moi je n'ai rien, mais mon prédécesseur à la ville de Narbonne avait fait une notice. Je vous l'envoie. »
bon, moi, je prends, donc c'était quelqu'un, il avait dirigé les hôpitaux de Narbonne, enfin, il avait une chose tout à fait intéressante. Et donc, je la remercie, et je lui dis, est-ce que par hasard, vous avez un portrait? Parce que je demande chaque fois que c'est possible avoir une image. Alors, elle me dit, je vais demander à ma collègue du musée. Je demande à sa collègue, c'est un collègue du musée, il dit, oui, j'ai un portrait. Alors, et la collègue du musée m'envoie le portrait. Et donc, en 3 jours, mais le pur hasard a fait que cette personne sur laquelle on butait depuis je ne sais pas combien de temps, on a pu faire une notice qui ne se trouve nulle part ailleurs. Car dans la France savante, vous avez des personnes, je ne sais pas combien, mais une proportion non négligeable de personnes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Oui. Merci beaucoup de votre réponse. Dans vos tout premiers propos, donc, vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que vous partez des organisations et pas des personnes. Oui, c'est parce que, comme je l'ai dit, c'est une base collaborative. Étant une base collaborative, c'est chaque société qui fait. Alors, on l'aide dans le support et on l'accueille à travers notre format sur une plateforme unique. Et cette plateforme unique permet justement les échanges, les comparaisons, etc. Très bien. Merci. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Delmas, et puis les intervenants.